Bonjour, nous sommes heureux de démarrer notre émission Par-delà les frontières et d'être accueillis à l'hôtel Mercure Paris Plaza Pont Mirabeau. Cette émission va nous permettre d'accueillir des experts, d'accueillir un ensemble de professionnels de l'internationalisation et va permettre aussi aux chefs d'entreprise de pouvoir aiguiser leur réflexion sur leur développement à l'international. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir M. Nicolas Tenzer. Merci d'être venu nous rejoindre. Merci à vous. M. Tenzer est haut fonctionnaire, mais il est aussi un grand arpenteur du monde. Il fait le tour du monde régulièrement. Et il nous permet aussi de mieux voir le monde, d'une part au travers de sa présidence à IDEFI, et d'autre part aussi au travers des ouvrages qu'il a publiés, Le monde à l'horizon 2030, chez Perrin, passionnant, beaucoup de questions, et Quand la France disparaît du monde, chez Grasset, qui pose aussi les problèmes essentiels d'aujourd'hui. Monsieur Tenzer, on a parlé des défis. Pouvez-vous nous définir ce qu'est cet institut et ce que vous y faites? Alors, IDEFI, qui veut dire Initiative pour le développement de l'expertise française à l'international et en Europe, a été créé en 2009, fin 2009, à la suite d'un rapport officiel que j'avais fait pour le Premier ministre et pour le gouvernement en 2008, qui portait sur la manière dont la France était présente dans le monde au travers des grands marchés d'expertise internationale et de la manière dont elle était présente dans l'ensemble des lieux où s'élaborent les normes, les bonnes pratiques, les débats, etc. Et dans ce rapport, j'avais montré que cette présence était tout à fait insuffisante, qu'il y avait énormément à faire. Et comme à la suite de ce rapport, peut-être que les choses ont avancé un peu trop lentement à mon goût, avec un certain nombre de professionnels du secteur privé, du monde académique, de l'administration, des ONG, nous avons monté IDEFI, à la fois pour accroître la présence de la France sur ces marchés d'expertise, marché, je le rappelle, de 500 milliards d'euros sur 5 ans, rien que pour le soft, hein, le doux, l'expertise, avec des conséquences sur les marchés de dur de 25 000 milliards d'euros sur 5 ans, et pour être présent dans ces lieux qui vont forger les normes, les recommandations qui vont nous permettre et permettre à nos entreprises et à nos organismes aussi de recherche d'être beaucoup plus présents que nous le sommes aujourd'hui. Donc vous parlez de l'influence. Donc je parle de l'influence parce que c'est vrai que c'est une des choses que j'ai essayé de montrer dans Le Monde à l'horizon 2030. En fait, les lieux de l'influence mondiale se déplacent, se sont déplacés, se déplaceront encore dans les années qui viennent de manière absolument considérable. Il y avait une question classique jadis qui était « Qu'est-ce que c'est que le soft power, cette influence ?» Aujourd'hui, la vraie question, c'est où est le soft power? Et il est dans 3 lieux. D'abord, dans l'ensemble de ces lieux, finalement, les grandes organisations internationales, les États, notamment émergents, en transition, parfois les États en développement, etc., tous ces États qui lancent ces grands appels d'offres internationaux qui vont faire le développement d'un très grand nombre de pays dans les années qui viennent. Tous ces appels d'offres sur l'architecture, sur l'eau, sur l'urbanisme, sur la défense, sur les finances publiques, sur la réforme de l'État, eh bien tous ces appels d'offres, finalement, ils définissent de proche en proche, non seulement ceux qui vont être les puissants, dans un monde où la puissance va à la puissance, mais aussi ils définissent quelles sont finalement ces normes, ces bonnes pratiques, quels sont les champions qui vont pouvoir se faire connaître dans le monde. Alors, à l'idée, enfin, au terme même de champion et à l'idée de ce jeu d'influence, on peut se demander quelle est la place des PMI et des PME. Je crois qu'aujourd'hui, en France, leur place devrait être absolument centrale et elle est potentiellement centrale. Parce qu'évidemment, nous avons des grands groupes qui sont des champions nationaux, alors parfois qui ont quelques déboires, mais enfin qui restent des champions nationaux sur les marchés de dur malgré tout. Mais en revanche, des PME, il y en a beaucoup qui sont innovantes, qui sont capables du meilleur en termes technologiques, qui ont des puissances commerciales, qui ont des gens complètement dévoués, ne sont pas assez présentes sur ces marchés. Et il y a des marchés, il y a de l'argent à gagner à l'extérieur. C'est ça que je voudrais vraiment dire. Encore faut-il être capable de s'organiser. Voilà. Il faut mutualiser. C'est-à-dire que moi je le vois non seulement avec les PME, PMI, mais également, parce que c'est quand même la même catégorie aussi d'une certaine manière, les grands cabinets de conseil, enfin plutôt les cabinets de conseil, parce qu'il n'y en a pas suffisamment de grands en France, les cabinets d'avocats, s'ils ne décident pas d'unir leurs forces pour faire de la prospection, pour aller sur ces marchés, et nous pouvons bien sûr les aider, eh bien, ils vont complètement se faire avoir par les grandes PME, vous savez, le fameux Mittelstand allemand dont on parle, mais qui est quand même une réalité que moi je vois dans les pays où je vais, par les grandes PME aussi italiennes, on n'en parle pas souvent, hein, mais qui sont très importantes. Eh bien, il faut qu'elles regroupent leurs forces. Et il faut qu'elles soient capables, ensemble,
avec peut-être les organisations professionnelles, bien sûr, de mettre ensemble des moyens de prospection. Et je dirais la même chose des grands cabinets, des cabinets de conseil, la même chose des cabinets d'avocats. Pensez que des cabinets d'avocats ou des cabinets de conseil anglo-saxons sont capables de dépenser dans un pays donné 5 millions de dollars par an, rien qu'en actions commerciales et de prospection. Voilà. Et en lobbying. Et de lobbying. Et de lobbying, absolument, vous avez tout à fait raison. Ouais. Est-ce que nous avons, je dirais nous, une capacité pour les PME françaises ou les cabinets français de faire cela? La réponse est non. Bah non. Donc Alors, il faut se regrouper, oui. donc il faut mutualiser. Voilà, je crois que c'est ça qui est très important aujourd'hui. Alors, quel message pourrions-nous faire passer, notamment à l'État français, pour permettre à nos PME, PMI, parce que c'est plutôt l'axe aujourd'hui vers lequel on voudrait aller, parce que c'est là où se trouve aussi le potentiel de l'emploi, pour accélérer ce process d'internationalisation? Alors, moi, je dis d'abord, il ne faut pas tout attendre de l'État. Hein. Je crois que quand même, je dirais, les entreprises françaises sont grandes, elles sont majeures, elles sont vaccinées, elles peuvent quand même aller conquérir et dire l'État doit aider à tout prix. Bon, l'État, il fait un certain nombre de choses, notamment sur ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire la mise en relation commerciale. On a UbiFrance qui quand même s'améliore, etc. Mais je crois d'abord que ce sont aux entreprises elles-mêmes et à leur groupement. Et là, encore une fois, sur les marchés d'expertise, pas sur le reste. Là, nous pouvons quand même les aider, de dire, mais finalement, qu'est-ce que nous voulons? Quelles sont les zones où il y a des marchés? Il faut les identifier. Et comment, ensemble, et le message vaut aussi d'ailleurs pour les grandes entreprises, nous pouvons y aller ensemble, c'est-à-dire ne pas non plus se faire la guerre devant les autres. Chasser en meute. Chasser en meute, exactement. Ce que nous, on ne sait pas faire en Voilà. France. Et voilà, mais cela dit, aujourd'hui, il est temps. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même notre emploi, nos emplois qui sont en question, notre compétitivité et notre richesse. Alors qu'en est-il dans les autres pays? En Russie, aux États-Unis, en Chine? Alors, il y a deux choses. En Europe. Hein, il y a deux choses. Là aussi, moi, je trouve qu'avec la crise économique et financière, on a quand même aussi une leçon. Hein. J'avais été pendant très longtemps chef de service au commissariat général du plan. J'avais fait pas mal de prospectives aussi dans le temps, au-delà de ce que j'ai pu dire sur le plan international dans ce livre, hein, qui va être aussi traduit en anglais prochainement. Tout ce que je vois, c'est qu'il faut bien évaluer les risques. Pensez qu'aujourd'hui, par exemple, un certain nombre de banques se sont engagées, la tête baissée, dans, je dirais, l'achat de titres grecs, c'est quelque chose d'invraisemblable. Eh bien, moi, je vais dire, puisque vous me posez la question sur les autres pays, la Russie aujourd'hui, une des prévisions que je fais, qui à mon avis est totalement avérée, qui sera avérée, sauf miracle, et j'espère qu'il y aura un miracle, c'est par exemple que la Russie va disparaître du monde. Et je dis à ceux qui investissent en Russie aujourd'hui, attention, la Russie, je dirais, dans 20 ans ou dans 30 ans, ne sera plus un grand État. C'est un État qui est aujourd'hui, son président même le reconnaît, M. Medvedev, qui est un pays en perdition. C'est un pays non seulement en déclin démographique, c'est un pays dont la richesse est en train de partir à l'étranger, c'est un pays qui n'a pas réussi à moderniser ses infrastructures, c'est un pays dont le niveau de corruption est absolument terrible. Donc attention à la Russie. En revanche, sur la Chine, je suis beaucoup plus optimiste. Je pense qu'il y aura, ne serait-ce que pour des raisons politiques, de rééquilibrage, des raisons sociales, il y aura un rééquilibrage. Et je pense que la Chine aura probablement une attitude moins menaçante par rapport aux pays occidentaux, États-Unis et Europe, notamment en termes d'exportation sauvage dans des conditions effectivement de loyauté peut-être discutable. Hein. Bon, je pense que la situation aussi quand même, espérons-le, des droits de l'homme va s'améliorer dans ce pays, je pense qu'elle s'améliorera. Alors je ne suis pas sûr d'avoir nécessairement raison, mais je pense que la Chine est quand même un pays sur lequel il faut miser, de même qu'il faut miser sur l'Indonésie, il faut miser sur le Vietnam, s'il parvient à lutter contre son niveau de corruption absolument monstrueux aujourd'hui. Sur les États-Unis, je crois que c'est une certitude, les États-Unis resteront pour au moins 30 ans ou 40 ans, après personne ne le sait bien sûr, la grande superpuissance, la seule vraie grande superpuissance dans le monde, alors qu'il connaît une crise économique grave, bien sûr, il y a tous les problèmes de la société américaine qu'on connaît, mais c'est quand même le pays qui représente aujourd'hui 25% de la richesse mondiale. C'est le premier centre de recherche au monde, c'est la seule puissance militaire présente sur l'ensemble des mers. Mais on a le PIB équivalent en Union européenne. Alors à 27, voilà, oui, pratiquement. alors ça, nous ne sommes pas la même, nous n'avons pas la même puissance. C'est aussi, alors c'est une des craintes que j'ai, moi qui suis un Européen, je dirais fervent, hein, c'est qu'évidemment, je dirais, on a un problème en Europe, tout à fait évident, d'abord parce qu'on n'a pas de vision, que si on en avait une, on n'aurait pas nécessairement entre pays, entre 27 et fortiori à 30 ou 32, je dirais la même vision du monde. Je pense qu'il va falloir absolument se renforcer en termes de noyaux durs ou cercles concentriques ou groupes pionniers, hein, peu importe la terminologie, hein, ça je crois qu'on en a absolument besoin.
Et il ne faut absolument pas céder sur tout ce qui est, je dirais, mise à niveau, marché intérieur. Mais sur l'Europe, je suis relativement, malheureusement, je ne dirais pas pessimiste. Mais je suis mesuré. Alors je pense que la zone euro restera. Là, je suis plus optimiste, Dieu merci là-dessus. Mais je pense que tout dépendra pour le coup, parce qu'après tout, rien n'est écrit non plus, d'une capacité de leadership nouveau. Si nous avons dans les pays européens et au niveau de l'Union européenne de nouveaux leaders capables de donner une vision, de donner un cap, de définir aussi une vision géopolitique et de ne pas faire jouer les peurs, comme on le voit aujourd'hui, y compris d'ailleurs dans l'attitude que l'on a vis-à-vis de la Turquie, bon, eh bien je pense qu'on pourra s'en sortir. Et une dernière question. Quand la France disparaît du monde, quel conseil donneriez-vous aux chefs d'entreprise français pour impulser un mouvement dynamique? Moi, encore une fois, je dirais, je veux encore une fois le répéter, s'allier avec d'autres. Hein, ne jamais penser qu'on peut y aller tout seul. Deuxièmement, ne jamais se fermer. Hein, je crois que ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour nos entreprises. C'est aussi que dans le recrutement de leur cadre, de le recrutement de leur personnel, qu'il y ait une plus grande ouverture à l'international aussi. Je dirais qu'il faut absolument l'entreprise moderne, l'entreprise qui va pouvoir être capable aussi d'aller exporter, d'aller sur les marchés en croissance. Hein, parce que ce sera plus à l'extérieur de l'Europe qu'il y a les marchés en croissance, on le sait. Hein, les BRICS, de fait, alors BRICS sauf peut-être Russie, parce sur lequel j'ai quelques hésitations, mais et puis il n'y a pas que les BRICS, hein, il y en a d'autres dont j'ai parlé, l'Indonésie, la Thaïlande, il y a d'autres pays d'Amérique du Sud. Il faudrait que vous nous fassiez une belle cartographie. Voilà, et je pense qu'il y a effectivement cette cartographie. C'est pour ça, quand la France disparaît du monde, c'était un risque. Hein, c'est un vrai risque, moi, que je crains, et que je crains aussi avec le renfermement de la France sur elle-même, avec ces débats sur l'identité, avec les débats sur le nationalisme, que je trouve extraordinairement inquiétants. Hein, moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de jeunes, et de plus en plus, j'en croise dans tous les pays, j'en croise qui viennent me voir en France, qui sont en train les plus brillants de partir. Tout à fait. La fuite des cerveaux. Et c'est une réalité. Alors, moi, tous, je leur dis, revenez. Alors maintenant, ce qu'il faut demander aux entreprises, et aux chefs d'entreprise en particulier, mais aussi aux administrations, mais aussi au monde politique, hein, je dirais la même chose. Notre richesse. Comment faire pour les garder et comment faire pour que, enrichis après 10 ans de vie à l'extérieur, ils puissent revenir. Tout à fait. C'est un bon message qu'on va diffuser très largement. Oui, je crois que c'est vraiment le message d'ouverture au monde, un message de générosité et un message de conquête. Je crois que générosité et conquête ne sont pas du tout des termes opposés. Il faut se battre. Hein, mais il ne faut pas se battre, je dirais, de manière haineuse, il faut se battre, j'allais dire, de manière ouverte. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci.